Bonjour à toutes et à tous, salam alaikum. Je tiens à remercier avant tout les organisateurs de cette assise qui va durer quelques heures, qui sera très riche pour beaucoup de choses. Je vais essayer de vous parler effectivement sur l'introduction, définition de quoi s'agit-il de la PMA et de la GPA, pour pouvoir suivre justement le débat qui sera axé par la suite sur le plan juridique et surtout sur le plan sociétal. Donc, si on revient à la définition de la PMA, les pratiques médicales permettant d'aider la procréation en cas d'infertilité ou de fécondité altérée. Deux techniques de PMA sont autorisées en France. La fécondation in vivo ou la FIV, qui stimule artificiellement la fécondité par injection hormonale en hyperstimulant l'ovaire, puis à aspirer les follicules obtenus et à provoquer la fécondation de l'ovocyte en laboratoire par un spermatozoïde, puis un développement embryonnaire et enfin à réaliser un transfert embryonnaire dans l'utérus de la future maman, de la future mère. Donc ça, c'est bien sûr une des techniques de PMA à connaître. La deuxième technique qui est actuellement pratiquée en France, c'est l'insémination artificielle qui consiste en revanche à introduire de façon artificielle le sperme dans l'utérus de la femme. Comme ça a été dit déjà à l'introduction, le projet d'État, c'est plutôt en fait l'ouverture de la PMA à l'ensemble des femmes, y compris homosexuelles et célibataires. Actuellement, la loi qui devrait être tranchée assez rapidement, là, au mois de janvier, a été repoussée à cause des événements qui ont secoué la France, notamment sur la question des gilets jaunes et bien sûr le problème social. Ça a été reporté en été, peut-être même l'année prochaine. C'est juste pour vous dire que la société a changé et elle change à grande vitesse et il y a des lois qui vont avec. Et il faut connaître justement ces modifications et surtout de se dire est-ce qu'on a un poids à changer dans cette pratique où on laisse faire la société qui embarque tout venant, y compris les traditionnelles religions, notamment les trois religions monothéistes. La PMA en France, juste quelques statistiques. En 2015, donc il y a 24 839 naissances, soit 3,1% des bébés qui sont nés en France pendant cette année. Sur les 24 838 naissances, représentent les tentatives de PMA réussies en 2015 sur un total de 145 255 tentatives. Dans l'Hexagone, la législation la plus récente datant de juin 2017 réserve la procréation médicalement assistée aux couples hétérosexuels souffrant d'une infertilité médicalement identifiée et en âge de procréer. Je vous rappelle exactement que la PMA elle est prise en charge par la Sécu pour jusqu'à l'âge de 40 ans et l'assurance maladie. Alors, on voit très bien ce qui va se passer d'ici quelques temps, même si on n'est pas d'accord à 100%. On a l'impression qu'il y a un feu vert du CCNE qui commence un peu à aller dans le sens d'ouverture en fait de la PMA aux couples de femmes et aux femmes célibataires. Et ça, on l'a vu en fait après effectivement le débat qui a été réalisé l'année dernière. Le 25 septembre 2018, en amont de la révision de la loi bioéthique, on voit fortement un nouveau feu vert du comité éthique pour aller dans le sens d'élargir cette PMA à tous les couples de femmes et également des femmes célibataires. Alors juste une étude qui a été réalisée par IFOP en 2018 concernant justement la PMA. L'Association des familles publie le 25 septembre 52% de personnes, et notamment dans les associations, résident, et 52% des personnes lesbiennes, gays, enfin le reste, ils sont pour justement cette PMA, souhaitent avoir un enfant au cours de leur vie. 39% en particulier chez les personnes homosexuelles, hommes-femmes, qui expriment ce désir de parentalité. C'est quand même, on se rapproche assez rapidement de 50%. 62% de lesbiennes, soit près de 2 tiers en fait, sur 3, qui souhaiteraient justement avoir un enfant au cours de leur vie.
Alors si je résume un peu la procréation et société, donc avec cette ouverture aux couples femmes et femmes seules, il faut qu'elle soit, ce qui a été déjà projeté, encadrée et dans une structure familiale, avec comme principal objectif, c'est surtout réalité de désir de l'enfant, avec une conscience de la responsabilité parentale vis-à-vis de l'enfant. C'est ce qui va probablement se projeter dans quelques temps sur cette histoire de loi, avec une diversité actuelle des structures familiales, et notamment il n'y aura plus voilà, tradition classique, homme-femme, enfant. Il y aura malheureusement avec le temps des conséquences dont on discutera tout à l'heure sur le plan sociétal. Juste pour vous dire que le CCNE réaffirme la gratuité du don des gamètes si la loi bien sûr passe, avec comme objectif, ils insistent, refus de marchandisation du corps humain, avec l'accès aux origines des enfants nés par une procédure d'une AMP ou d'une assistance médicalement procréée. Alors, la question qui revient pour nous, PMA et Islam, c'est vrai que je n'ai pas abordé la question de GPA, c'est pratiquement, en sachant que pour l'instant on n'est pas passé par la loi, même après la discussion et la révision en fait du CCNE, la GPA actuellement elle est rejetée en France, mais on verra tout à l'heure qu'elle est acceptée, enfin si vraiment la GPA se passe en dehors de la France, l'État reconnaîtra en fait les enfants comme étant légitimes d'un couple qui a bénéficié d'une GPA à l'extérieur hors de France. Donc, je reviens un peu sur, brièvement, en fait, l'islam PMA. Donc, elle est contre-indiquée, notamment quand il y a une tierce personne, mais la FIV en soi, elle n'est pas contre-indiquée, et ça sera l'objet de la question et de la réflexion de monsieur le docteur Asdin Gassi, qui va en parler tout à l'heure. Bien sûr, PMA après le divorce et la mort du mari, c'est vraiment contre-indiqué. Donc voilà, c'est clair, la position de l'islam là-dessus. On verra pourquoi. La GPA, elle était rejetée de façon massive, comme je l'ai dit. Et si vraiment elle est amenée à être acceptée, le CCNE insiste sur le fait de ne pas cacher aux enfants l'histoire de leur conception, de ne pas cacher la distinction entre un donneur et un père. Et bien sûr, la loi va être modifiée, notamment sur la législation, sur la filiation en France, qui pose problème, notamment sur le plan sociétal, avec par la suite une autoconservation ovocytaire qui sera autorisée, mais encadrée et non encouragée. L'interdiction, bien sûr, de location de l'utérus pour trui, car problème de conflit autour de l'enfant. Les mères enceintes sont reconnues comme les vraies mères, et ça c'est un droit romain. Nous, bien sûr, dans l'islam, c'est bien sûr la femme, c'est celle qui le porte, c'est celle qui accouche, et non pas celle qui fait et qui le donne à quelqu'un d'autre. Le droit romain, depuis des siècles, dit bien que la mère enceinte, c'est la mère reconnue comme étant une vraie mère. Ça, nos chers collègues catholiques vont en parler. Les arguments qui sont contre la GPA, c'est bien sûr non-respect de la dignité humaine, avec instrumentalisation et marchandisation du corps de la femme, même s'il y a une indemnisation. Exploitation des femmes les plus démunies, on en parlera tout à l'heure, que la GPA dans certains pays, elle coûte 5 000 € jusqu'à 8 000 €, notamment en Inde. Ça coûte pas cher. Aux États-Unis, ça varie de 60 000 $ jusqu'à 80 000 $. Avec tous les risques effectivement qu'il peut y avoir, notamment en matière de grossesse, accouchement et techniques de stimulation ovarienne. Tout ça, en fait, on oublie la dignité de l'enfant et qu'on ne le considère pas normalement comme un objet de consommation, comme ça stipule, et ça va se stipuler d'ici quelques temps avec la loi. Ça sera aussi, ce n'est pas un bien d'échange sur le marché. La question qui revient aussi, c'est la filiation qui sera remise en question de la mère. La mère, est-ce que celle qui accouche? L'existence biologique, d'un lien biologique fort entre la mère qui porte et l'enfant qui va naître. Il y a un lien fort maternel avant la naissance et risque, malheureusement psychologique, qui va être dramatique. Alors, est-ce qu'il y en a des études, peut-être quelques études, mais qui ne sont pas bien répondues pour l'instant, sauf probablement aux États-Unis. Alors, les pièces juridiques et conflits en puissance qui vont vraiment se majorer dès que la loi passe, parce qu'il y aura des conflits dramatiques, notamment si la mère porteuse change d'avis
qu'est-ce qu'on fait? Et ça, c'est bien sûr la loi, elle est protégée par exemple en Angleterre, en Ukraine et en Inde. Donc la mère peut aussi dire, moi je garde mon enfant, je ne le donnerai pas. Contrepartie, soit je rembourse ou pas ce que j'ai gagné. Aux États-Unis, il y a le droit de visite qui est accordé justement à la femme qui a porté, à la maman qui a porté l'enfant par la suite. Le changement d'avis des mandataires avant la naissance. Il y a des mandataires qui disent non, j'en veux pas. Qu'est-ce qu'on fait? On laisse la mère porteuse seule avec cet enfant. Et aussi la question qui va revenir le plus souvent, si l'enfant naît porteur d'un handicap non décelé pendant les examens justement de grossesse, qu'est-ce qu'on peut faire? Le problème pendant la grossesse, l'handicap s'il est décelé, qu'est-ce qu'on fait? Ça, c'était même ça a été vu aux États-Unis où l'enfant il est né en fait handicapé, les couples qui étaient censés normalement récupérer l'enfant, ils l'ont pas pris. Donc du coup, voilà, double peine à la maman, à un enfant qui est en plus handicapé. Et si l'enfant il est mort-né, problème d'exécution de contrat, est-ce que je paye pas? Voilà, c'est des questions que notre collègue va nous en parler tout à l'heure. Et je terminerai juste que l'enfant, ce n'est pas en fait un objet de désir. Il faut qu'il soit bien sûr issu d'une conception naturelle, homme-femme, avec un respect effectivement de toutes ses formes, et notamment sur la dignité humaine, et respect aussi de la filiation. Pas de marchandisation au niveau humain, si je peux conclure par cette phrase, et je vous remercie de votre attention. Merci de cet exposé assez large, aussi large que concis. 3 petites précisions avant de passer la parole à Madame Mirokovic. Il a parlé de CCNE, c'est le Conseil consultatif national d'éthique, pour juste cadrer un petit peu le débat. Donc c'est le conseil, dans la loi, Madame Mirokovic parlera mieux que moi, qui, avant de passer au stade législatif, débat de ces sujets avec l'organisation des États généraux. Et puis il a parlé de 2 dates, juin 2018 et septembre 2018. Juin 2018, au fait, c'est le rapport qui a un tout petit peu conclu les États généraux. Donc les États généraux, c'est une sorte d'audition de la société civile, des associations. Ce rapport, donc, il a été édité par le CCNE en juin 2018. Après septembre 2018, c'est l'avis propre du CCNE, parce que lui, il est censé émettre des avis depuis sa création en 83 par François Mitterrand. À chaque fois qu'on le sollicite, il est censé émettre des avis. Ils sont tous consultables sur son site. Vous tapez CCNE, vous trouvez tous les avis. Ils sont un peu longs, il faut juste avoir la patience de lire. Bon, Madame Mirokovic, la parole est à vous. On attend beaucoup de votre intervention parce qu'elle va un petit peu cadrer les choses sur le plan légal. Et on en est avec la loi, qu'est-ce qui nous attend, etc. Vous pouvez soit prendre la parole ici, soit là-bas. Bien, merci beaucoup pour cette invitation ici pour réfléchir ensemble donc, à ces enjeux si importants liés à la bioéthique. Alors, déjà, moi je l'avoue tout net, c'est que les questions de bioéthique en général, la PMA et la GPA en particulier, ce ne sont pas des questions juridiques. Ce sont avant tout des questions morales, anthropologiques, sociologiques. Et il faut bien reconnaître que le droit vient encadrer des choix qu'on a fait avant. On a décidé est-ce qu'on veut de ça ou pas, et ensuite on l'encadre de telle ou telle manière, ou au contraire on l'interdit. Alors pourquoi exposer les droits? Eh bien parce que je pense que c'est très utile quand même, parce que dans la société dans laquelle nous vivons tous, vous avez constaté une ambiance très relativiste, et la société est très individualiste, très relativiste, et il est quasi impossible aujourd'hui de dégager des valeurs communes. Ce qui vaut pour l'un, ça n'a aucun intérêt pour l'autre. Vous pensez ceci, un autre pense autrement. Et c'est très difficile donc de communiquer, de discuter dans ce contexte. Et justement, dans ce contexte, finalement, la seule règle commune à tout le monde, qui reste, c'est le droit. Le droit n'a pas vocation à jouer ce rôle à l'origine, mais il se retrouve finalement cet ensemble normatif commun à tous, et c'est pourquoi le terrain juridique, je pense que c'est très utile que tout le monde le connaisse un petit peu, parce que c'est le terrain de discussion et de rencontre privilégié, si ce n'est le seul qu'il nous reste, pour discuter avec nos contemporains
y compris avec nos députés. Parce que si nous allons voir notre député pour lui dire écoutez, moi je pense que priver juridiquement un enfant de père c'est mal, il va vous dire oui, bah, très bien, merci pour votre avis, au revoir. En revanche, si on lui dit vous savez, priver un enfant de son père c'est contraire à la Convention internationale des droits de l'enfant, et un jour ou l'autre les enfants là, vont engager des procès à l'État français, vont engager la responsabilité des médecins, etc. Là, du coup, eh ben, ça c'est un discours que tout le monde est obligé d'écouter. On ne peut pas dire ça m'intéresse pas, je m'en fiche. Hein. Voilà. Donc, d'où finalement, bien que les questions ne soient pas avant tout juridiques, voilà la raison de ma présence ici. Alors, justement, qu'en est-il? La première loi de bioéthique, ça a été rappelé tout à l'heure, elle date de 1994. La loi de bioéthique prévoit elle-même sa propre révision. Elle a déjà été révisée 2 fois, en 2004 et en 2011. Et là, donc, on est déjà dans un processus dans le 4e processus de révision de la loi de bioéthique. Alors, je ne vais pas donc parler de toutes les questions. On pourrait parler des embryons, de la recherche sur l'embryon, de l'intelligence artificielle, tout ça, parce que je n'ai que 12 minutes. Mais ensuite, nous avons 1 heure prévue pour les questions, donc il sera tout à fait possible d'aborder ce qui n'aura pas été traité tout de suite. Donc, nous allons parler de la gestation pour autrui, la GPA, et la procréation médicalement assistée, la PMA. Alors, je commence par la GPA, parce qu'en ce qui concerne l'exposé du droit, de la loi, c'est ce qui va le plus vite, parce que la loi française interdit donc la gestation pour autrui, quelles que soient ses modalités, si la mère porteuse a fourni l'ovocyte, si elle vient d'une donneuse, dans toutes ces modalités, et quels que soient les clients, quels que soient les demandeurs, un couple homme-femme dont la femme n'a pas d'utérus, une femme qui n'a pas envie de porter un enfant parce que ça ne l'arrange pas, un homme célibataire qui n'a pas de femme, 2 hommes qui veulent avoir un enfant sans s'encombrer d'une mère. Bon bref, quel que soit le profil des demandeurs, de toute façon, la loi française dit non. Donc voilà, le contrat de gestation pour autrui est juridiquement nul et la loi sanctionne pénalement les intermédiaires, c'est-à-dire les agences qui se font l'intermédiaire entre des gestatrices, des mères porteuses et des personnes qui voudraient recourir à leur service. Alors pour la PMA, donc la procréation médicalement assistée, je ne rappelle pas de quoi il s'agit parce que ça vient d'être fait. Là, au contraire, la loi autorise dans une certaine mesure le recours à ces pratiques. Alors de quelle manière? Eh bien, la PMA, donc je rappelle que les techniques qui ont été décrites, finalement, ce sont les techniques qui organisent la conception d'un enfant en dehors du processus naturel, donc en dehors de l'union charnelle, sexuelle de l'homme et de la femme. C'était la fécondation in vitro et l'insémination artificielle. Eh bien, la loi française permet d'y recourir dans un objectif thérapeutique. Donc le but, c'est d'éviter la transmission d'une maladie grave entre les conjoints ou à l'enfant, ou, de façon plus courante, de compenser une infertilité pathologique, médicalement diagnostiquée, dit la loi, et ce qui fait que les critères pour pouvoir recourir à la PMA découlent logiquement de cet objectif. Ne sont concernés par la PMA que des couples composés d'un homme et d'une femme, vivants et en âge de procréer. Tout simplement parce que l'incapacité à procréer de tous les autres, les personnes seules, les couples de même sexe, les personnes trop âgées ou même carrément décédées, donc l'incapacité à procréer de tout ce monde-là n'est pas pathologique, elle est naturelle, elle est normale, et elle n'a donc pas vocation à être prise en charge par la médecine dans une perspective thérapeutique. Donc la PMA concerne des couples composés d'un homme et d'une femme, vivants et en âge de procréer. La loi permet ce qu'on appelle la PMA endogène, donc à l'intérieur du couple, lorsque le couple peut fournir lui-même les gamètes nécessaires à la conception de l'enfant. Mais la loi permet aussi le recours au don de gamètes. C'est-à-dire que lorsque l'homme et la femme ne peuvent pas fournir l'un le spermatozoïde, l'autre l'ovocyte pour la conception de l'enfant, ils vont pouvoir utiliser les gamètes d'un donneur, soit d'un donneur de sperme, soit d'une donneuse d'ovocytes. Et la loi permet le don soit de l'un, soit de l'autre, mais pas les deux à la fois. C'est-à-dire qu'elle exige que l'enfant soit relié au couple génétiquement, au moins à l'égard d'un des deux parents.
Par ailleurs, la loi permet plutôt, dans le cadre de la PMA, de conserver des embryons. Parce que en 1994, c'est toujours le cas, l'obtention des ovocytes suppose un processus médical très lourd, contraignant et qui n'est pas sans risque pour les femmes. Et pour rentabiliser, si je puis dire, l'opération, les médecins ont pris l'habitude de prélever beaucoup d'ovocytes en une seule ponction. Et en 1994, à l'époque de la première loi de bioéthique, on ne savait pas bien conserver les ovocytes, et quand on les congelait et qu'on les décongelait, il y avait un fort taux de déchets, de pertes. Et donc, la loi a autorisé à l'époque de féconder immédiatement ces ovocytes pour obtenir des embryons qui, eux, sont beaucoup plus résistants à la congélation et qu'on peut ensuite donc conserver pour ensuite, si on veut, procéder à de nouvelles tentatives d'implantation d'embryons. Soit que la première tentative n'a pas marché, soit que le couple désire d'autres enfants. Alors aujourd'hui, on a 220 000 embryons congelés au minimum dans les hôpitaux français, et qui posent des questions existentielles très graves, hein, parce qu'on ne sait pas quelle bonne décision prendre à leur sujet pour beaucoup. Alors ce qui est réclamé aujourd'hui, dans ce contexte-là, c'est la PMA dite pour les femmes, c'est-à-dire la PMA pour les femmes célibataires et les couples de femmes, donc l'insémination par des donneurs de femmes célibataires ou en couple de femmes, c'est-à-dire des femmes qui ne souffrent pas d'une infertilité pathologique, mais qui veulent réaliser un désir d'enfant qui ne concerne aucun homme, donc qui veulent avoir un enfant qui n'aura pas de père. En effet, le comité d'éthique s'est déjà prononcé dans un premier avis en juin 2017, qu'il a renouvelé là, donc en septembre 2018, dans sa contribution plus globale à la révision de la loi. Le comité d'éthique a donné un avis favorable, mais si vous avez le temps, je vous invite sérieusement à aller lire cet avis qui est très intéressant. Parce qu'en réalité, il dresse la liste de tous les problèmes, de toutes les difficultés, prévisibles et même certaines, qui découleraient de ce projet. Il constate que pour la plupart, elles sont sans solution, et il les désigne comme autant de points de butée qui demeurent. Et malgré tout, il donne un avis favorable. Et ça, je trouve que c'est très intéressant, parce que c'est très révélateur de l'ambiance sociale actuelle. C'est que tout le monde voit les difficultés, enfin en tout cas dès qu'on approfondit un petit peu, au-delà de l'objectif qui est toujours émouvant de vouloir avoir des enfants, on voit bien les difficultés qui sont liées à la PMA actuelle et qui sont liées au projet de PMA. On voit les difficultés, on les connaît, on n'a pas de solution. Tout à l'heure, on a parlé de la marchandisation des corps, de la gratuité des gamètes. On sait très bien que si on ouvre la PMA, il va falloir rémunérer les donneurs. Entre nous, ça ne veut rien dire, parce que les donneurs vont devenir des vendeurs. Il va falloir donc rémunérer les apports de gamètes. On va passer au marché des éléments et produits du corps humain. On n'en veut pas, mais on ouvre quand même la PMA. Mais ça n'est pas possible. Hein, donc, on constate un petit problème rationnel aujourd'hui. C'est qu'on voit les difficultés, on ne veut pas de ces difficultés, mais on fait quand même ce qu'il faut pour les provoquer. Donc c'est vrai qu'il y a un moment, si on veut sauvegarder des principes, eh ben, il faut accepter de renoncer à des projets qui sont incompatibles avec ces principes. Et ça, notre société, elle a beaucoup de mal à faire ça. On veut bien proclamer des principes, ah ça oui, ça on est champion pour ça, mais au moment de les respecter, ça va bien si ça ne nous dérange pas trop, quoi. Mais dès que ça vient nous déranger, alors du coup, les principes deviennent très gênants. Et là, finalement, on a du mal à les tenir. Alors, le comité d'éthique s'est prononcé. On a donc eu les états généraux qui, sur ce point de la PMA, ont permis l'expression des citoyens. Et il y a quand même 89,7% des citoyens qui se sont exprimés sur le site consacré aux états généraux, qui se sont exprimés contre toute extension de la PMA et en faveur du statu quo. Donc ça n'a rien d'une opinion minoritaire dans la population, contrairement à ce que peuvent laisser penser quelques sondages et qui sont posés de telle manière qu'il est pratiquement impossible de répondre en connaissance de cause. Hein. Et puis, nous sommes donc maintenant dans le débat parlementaire qui n'a pas encore commencé. Il faut attendre un projet de loi qui, pour l'instant, est repoussé. Alors moi, juste avant de laisser la place, en une minute, je voudrais juste signaler que la situation déjà actuelle en matière de PMA est déjà très compliquée, que ce soit d'un point de vue humain ou juridique. On a des questionnements humains très compliqués, des problèmes juridiques impraticables. J'ai parlé tout à l'heure des embryons congelés. Tout le monde est habitué à des embryons congelés, mais moi je suis sûre que dans quelques années, on aura des procès pour traitement inhumain et dégradant. C'est le terme de la Convention européenne des droits de l'homme. Parce qu'il faut quand même réaliser ce que ça veut dire de mettre dans un congélateur des petits êtres humains et d'attendre plusieurs années pour les faire naître. Aux États-Unis, on a un enfant l'année dernière qui est né.
qui venait d'un embryon congelé depuis 25 ans. Hein, mais enfin, je veux dire, voilà, ça interroge quand même en termes de compatibilité avec la dignité humaine, et c'est pas le seul cas. Il y a de nombreuses autres illustrations, mais c'est pour tout à l'heure, hein, c'est pour les enjeux sociétaux. Pour l'instant, voilà, j'ai exposé la loi, et donc maintenant je cède la parole. Merci beaucoup pour votre attention. Merci vivement, Madame Merokovic, pour cet éclaircissement légal vraiment nécessaire pour comprendre les enjeux. Juste pour la paraphraser concernant le CCNE, moi j'ai lu un petit peu les 11 pages concernant cette problématique de la PMA. On constate vraiment qu'ils sont vraiment dans l'embarras. Au point, ils ont comment dirais-je, mis à la fin de leur avis, comme quoi il y a 2 ou 3 membres minoritaires qui s'expriment contre quand même. Donc ils ont... Ça veut tout dire à quel point ils sont, eux, dans l'embarras par rapport donc, à une décision définitive. Donc sans tarder, donc, on a clos le premier volet qu'on a dit normatif. Juste avant de passer la parole pour ceux qui nous ont rejoints, et je remercie, Madame Merokovic, elle a ramené avec elle 2 bouquins qu'elle a écrits sur le sujet en 2016 et en 2018 qui sont disponibles à la vente après, donc en pause ou à la fin des assises, on peut les acheter. Donc je passe la parole, on va tout de suite enchaîner avec le volet, cette fois-ci théologique, avec les avis théologiques donc, de chaque religion concernant le sujet. Donc on va commencer par M. Lévy-Gosset, donc, qui ici représentant le culte catholique, et qui est donc, comme je renouvelle sa présentation pour ceux qui nous ont rejoints, qui est professeur en lettres et qui est aussi fondateur d'une association qui s'occupe de la protection des enfants contre toute ingérence idéologique à l'école. La parole est à vous, merci. Merci monsieur, merci à tous d'être nombreux. Je suis très heureux de pouvoir prendre la parole devant vous, en face de vous. Je remercie vraiment l'organisateur de cette rencontre, de pouvoir réunir comme ça des personnes aussi différentes, aussi variées, sur un enjeu finalement aussi important, et sur, d'une certaine manière, des questions qui pourraient nous diviser. Alors je pense que, d'un point de vue spirituel, d'un point de vue théologique, comme vous avez dit monsieur, je pense qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent sur cette question-là que de choses qui nous divisent. C'est donc un simple catholique qui va vous parler. Je ne suis pas prêtre, je ne suis pas diacre, je suis simplement baptisé. Je me considère comme en quelque sorte un enfant de l'Église. Et à titre de baptisé, donc, je m'autorise, je dois dire aussi qu'on me l'a demandé, de prendre la parole devant vous pour vous présenter, je dirais, le point de vue de la doctrine sociale de l'Église, ou si vous voulez, tout simplement, le point de vue de l'Église catholique. Donc, je regarde rapidement là mon petit chronomètre pour rester dans les temps et pouvoir laisser la parole à d'autres. Il est évident que pour un catholique, pour un chrétien, la PMA, et je parlerai essentiellement de la PMA ici, la PMA pour toutes pose au fond essentiellement 2 questions. La première question que pose la PMA pour toutes, donc la PMA dite pour toutes ou pour couple de femmes, est une question que je dirais, que je qualifierais la question des origines. À savoir, à partir du moment où j'autorise 2 femmes, en quelque sorte, à engendrer un seul et même enfant, eh bien, je pose immédiatement la question de savoir qui je suis, d'où je viens, quel homme je suis, quelle femme une femme peut-elle être. Donc la question d'origine. Et deuxièmement aussi, la question bien évidemment de la justice. Car en effet, c'est au nom de la justice ou d'une certaine idée de la justice que des couples de femmes réclament le droit à l'enfant. Et donc, cette affaire de PMA pose aussi la question d'une décision juste. Donc très rapidement et dans un temps absolument record, je vais essayer de pouvoir vous dire et de vous expliquer ce que, au fond, la doctrine chrétienne va dire de cela. Qu'est-ce qu'un humain et qu'est-ce que la justice ? Alors pour ce qui est de l'humanité, n'est-ce pas, il y a un livre, nous chrétiens, que nous lisons fréquemment, que nous prions, bien évidemment, c'est la Bible. Et dans la Bible, il se trouve qu'il y a le récit, n'est-ce pas, de la création. Et dans ce récit de la création, on nous dit beaucoup de choses sur ce que c'est qu'un homme, ou sur ce que c'est que l'humanité. Et donc, pour préparer ce petit topo que je vous fais ici, j'ai tout simplement relu le passage concernant la création de l'homme. Et qu'est-ce qu'on nous dit à ce sujet ? Eh bien, on nous dit plusieurs choses. Tout d'abord, on nous dit, je cite le texte de mémoire, j'espère ne pas me tromper,
que Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance, cela nous dit tout de suite quelque chose de très important. Je ne me crée pas moi-même. Mon origine, je la dois à quelqu'un d'autre. Ce quelqu'un d'autre, c'est Dieu, c'est mon créateur. Je ne suis qu'une créature. Et cette créature que je suis est censée destiner, ou est destinée à, ressembler le plus possible à Dieu, mais n'est pas Dieu. Le créateur ne saurait se confondre avec la créature. Donc je suis un être différent. Et si je suis un être différent, je ne suis pas Dieu. Et chose très étrange, c'est la suite du récit donc de la Genèse, chose très étrange, cette différence, en tant qu'homme, en tant qu'humain, je suis appelé à la vivre au sein même de mon humanité. Car la suite du récit biblique le dit, à l'image de Dieu, il les créa, virgule, hommes et femmes, il les créa. Et ça c'est très intéressant pour nous, chrétiens, parce que dans cette histoire de Genèse, dans cette histoire de création, l'homme, l'humain, est le seul à être créé distinct sexuellement de l'autre. Comme si d'une certaine manière, Dieu avait voulu me dire, tu vois la différence que tu vis par rapport à moi, tu n'es pas Dieu, mais tu vas la vivre aussi par rapport à autrui. Tu n'es pas une femme, ou à la femme, tu n'es pas un homme. Et ça, chose très intéressante aussi dans le récit biblique, je reste toujours dans la Bible, chose très intéressante ici, je remarque que, alors que cette différence pourrait être vécue comme une sorte de drame, une sorte de douleur, une sorte au fond de souffrance, elle m'est présentée comme un bien. Car tout de suite après, il m'est dit ceci, très intéressant, Dieu les bénit et leur dit. La première fois que Dieu parle à l'homme, à l'humain, c'est une fois le couple constitué. Et que dit-il alors à ce couple constitué, l'homme et la femme? Il dit ceci, croissez et multipliez. Ayez autorité sur tous les êtres de la création. Alors ça veut dire quand même beaucoup de choses, parce que ça veut dire que cette différence et cette distinction, alors qu'elle devrait être un drame, qu'est-elle au fond? Elle est une richesse. Elle est la source d'une fécondité. Elle est la source de l'engendrement. Et plus encore, elle est une responsabilité. Parce que moi, l'homme qui vit l'expérience de la différence, anthropologique et spirituelle, j'ai reçu de Dieu le soin de garder cette différence et cet ordre et cette harmonie dans toute la création. Et donc ici, j'apprends que, dans la Bible, Dieu me dit que je suis un être différent, responsable d'un ordre juste. Et donc la création fait de moi un être qui a le devoir d'exercer la justice. Alors moi, quand j'ai découvert ça, parce que j'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps, il y a à peine une semaine ou 2 semaines, quand je préparais le petit topo, je me suis dit, mais la justice, c'est quoi exactement? Et là, j'ai été chercher dans un autre texte. Et cet autre texte, c'est un texte qui nous est cher à nous les catholiques, qui s'appelle le catéchisme de l'Église catholique. Et dans le catéchisme de l'Église catholique, on va dire un catéchisme pour adultes, eh bien, j'ai une excellente définition de la justice. Et cette excellente définition de la justice n'est pas celle que nous entendons communément. Pour nous, la justice aujourd'hui, Aude Mirkovitch en a un petit peu parlé, c'est le fait d'avoir droit à tout. C'est le fait de l'égalité des droits. Mais dans un domaine spirituel et dans un domaine, je dirais, catholique et chrétien, la justice, c'est d'abord une vertu, c'est dit tel quel, qui demande à chacun de rendre à Dieu, d'abord, et au prochain, ce qui lui est dû. Alors une vertu, moi, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'une vertu, ça veut dire que c'est une force. C'est quelque chose qui me pousse, qui me conduit à faire le bien, évidemment. Et que dois-je faire? Je dois rendre. Je ne dois pas avoir, mais je dois rendre. Alors ça veut dire que, dans l'idée chrétienne de la justice, il y a l'idée de la juste rétribution des choses à chacun. Pour vous donner un exemple extrêmement simple, je connais une phrase du Christ qui dit ceci. Vous savez, on présente au Christ une pièce de monnaie, et on lui dit, est-ce qu'il faut payer l'impôt? Et il donne cette phrase que nous connaissons tous, quelle que soit notre confession, quelles que soient nos convictions, il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. L'impôt, tu le payes, mais cet impôt que tu le payes, c'est pas à ton Dieu, c'est à César. C'est au prince, c'est au gouvernant. En revanche, tu donnes ta foi à Dieu, tu donnes ta confiance à Dieu. Voilà, si vous voulez, un petit peu toutes les réflexions que j'ai envie de faire et de poser maintenant devant vous, pour réfléchir, après tout ce qu'on a entendu, à ce que c'est que cette PMA pour toutes. Eh bien, moi, je pense que cette PMA pour toutes, donc cette PMA pour couple de femmes, est un acte profondément inhumain, qui ne correspond absolument pas à l'idée que moi j'ai de l'homme.
Pourquoi? Parce que c'est un acte tout simplement qui passe par l'indistinction des sexes et qui passe par l'indistinction des individus. J'ai quand même entendu l'idée qu'il serait peut-être possible de rendre anonyme, n'est-ce pas, le don de sperme. Et en raison de cette indistinction, je pense que d'une certaine manière, cet acte a quelque chose de profondément injuste, évidemment. Parce que si il y a la possibilité de la PMA pour couple de femmes, pour couple donc de personnes du même sexe et donc de femmes, eh bien, il y a certaines personnes qui seront comme, je dirais, meurtries, qui seront comme, je dirais, blessées par justement cet engendrement qui se ferait à deux, mais à deux femmes. Alors quelles personnes? C'est très simple, les hommes, tout d'abord, les hommes au sens masculin du terme. La PMA pour couple de femmes consacre, d'une certaine manière, la disparition de la paternité masculine. Qui d'autre? L'enfant. Pourquoi l'enfant? Eh bien parce que l'enfant, tout simplement, il aura peut-être deux mères, deux mamans, très bien, mais il n'aura pas le bonheur, la chance, la possibilité d'avoir un père. Et donc là, c'est très intéressant, parce que au nom du droit de certains, ou de certaines ici, eh bien, on va enlever un droit aux autres. Et ici, cette espèce de droit à l'enfant, que j'entends parfois chez les partisans de la PMA pour toutes, eh bien, nous fait oublier les droits élémentaires et principaux des enfants. Et quel est le droit que nous avons tous, peut-être, et toutes? Eh bien, c'est peut-être aussi le droit de connaître notre origine, d'où nous venons. Et avec cette affaire de don anonyme, je ne sais pas si les choses seront simples. Donc là, vous voyez, moi j'ai l'impression, comme simple chrétien, j'ai l'impression qu'on est en train de créer quelque chose qui ne va pas. On est en train, j'ai l'impression, de créer quelque chose qui bouleverse des structures absolument fondamentales de notre humanité. Et c'est pour ça, et je vais terminer par là, comme quoi vous voyez que je pense que j'ai respecté parfaitement le temps qui m'était imparti, c'est pour ça que je pense que, aujourd'hui, il est très très heureux, et je vous en remercie vraiment beaucoup, il est très très heureux que les trois monothéismes soient représentés. Parce qu'en effet, comme représentants de ces trois monothéismes, nous avons des choses à dire au monde. Qu'est-ce que nous avons à dire au monde? Nous avons à dire au monde que nous, la loi, bien sûr nous pouvons la produire, bien sûr nous pouvons la ranger, mais il y a une loi qui est au-dessus. Et que cette loi-là, nous décidons, nous nous engageons à y être fidèles. Cette loi, la grande loi, nous la recevons, nous ne la fabriquons pas. Il y a quelque chose de plus grand. Et c'est quelque chose de plus grand nous montre à quel point nous ne sommes que des créatures, et surtout pas des créateurs, ou alors des petits créateurs de petites choses, mais pas des créateurs, je dirais, de filiation, de vie, d'engendrement, etc. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose aussi, ce que nous avons à dire au monde, eh bien tout simplement, c'est que comme nous savons qui est notre créateur, nous avons des choses à dire sur les créatures que nous sommes. Et nous avons d'une certaine manière une connaissance de l'humain. Nous avons d'une certaine manière une pratique de l'humanité. Monsieur le recteur, monsieur le rabbin ont une grande pratique de l'humanité. Parce qu'ils savent qui est Dieu et parce qu'ils s'occupent tous les jours d'humains, leurs fidèles, en quelque sorte. Et ça veut dire que nous avons une grande responsabilité dans la société française. La société française est une société qui oublie Dieu, qui a fait une croix sur Dieu. Eh bien, nous avons à dire, et je terminerai vraiment par là, à toute la société française, qu'est-ce que c'est que pour nous l'homme? Qu'est-ce que c'est que pour nous l'humain? Et quand nous dirons cela, je crois que nous dirons aussi ce que c'est que pour nous Dieu. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Et je Merci beaucoup, M. Gosset, d'avoir rappelé ces fondamentaux qui nous guident tous, cette conception commune de la vie, cette conception commune de la famille. Je donne la parole à M. le rabbin Sultan. Je devais commencer par lui si j'aurais respecté la chronologie. Mais le voisinage de M. Gosset avec Mme Mirokovic dans la table m'a fait un petit peu oublier. Vous pouvez rester là-bas si ça vous convient mieux, parce qu'il y a aussi un micro comme vous voulez. D'accord. La parole est à vous. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Mesdames et messieurs, merci infiniment de votre accueil délicieux et pour cette organisation magistrale, courageuse, exemplaire. En matière d'exemple, il y a dans la Bible un grand roi, le plus sage de tous les hommes, dit-on. C'est un peu notre Aristote biblique qui s'appelle Salomon.
La Bible raconte, cet Ancien Testament qui nous est commun, la Bible raconte que Salomon s'est entendu demander par Dieu de lui faire un vœu. Qu'est-ce qu'il souhaiterait pour son règne? La puissance, la richesse ou autre chose? Et Salomon, qui avant d'être sage a été d'abord malin, a répondu: je veux la sagesse. Parce qu'avec la sagesse, évidemment, vous avez tout le reste. L'épisode qui suit est un épisode très connu. C'est deux femmes, deux prostituées qui viennent voir Salomon, et les deux ont eu un enfant. L'enfant de l'une est mort. Et on se dispute l'enfant vivant. Et vous connaissez la légende du jugement de Salomon, qui trouve le moyen de faire pleurer celle qu'il considérera pour ses larmes comme la véritable mère, en demandant qu'on coupe l'enfant en deux. L'une pleure, l'autre non. Salomon décide de donner l'enfant à celle qui pleure. Il aura donc une lecture très fine, psychologique, mais les commentateurs rabbiniques du Moyen-Âge, par exemple, se demandent: mais cet épisode-là, il est à charge ou à décharge? Ce que Salomon a fait, c'est d'illustrer sa sagesse comme don de Dieu, ou bien il s'est amusé à régler un litige, amusé si j'ose dire, à régler un litige en dehors des commandements de la Bible. Car dans la logique biblique, la charge de la preuve appartient à celle qui réclame. Et donc celle qui tient l'enfant, c'est le sien, jusqu'à preuve du contraire. Les larmes de l'autre ne devraient ni rien changer. Il est possible que cet épisode soit à charge, que Salomon a trop usé de sa sagesse. Imaginez Salomon aujourd'hui, qui aurait devant lui non pas une, mais 4 mamans. La mère adoptive, celle qui a prêté l'utérus, celle qui a fait don des gamètes, celle qui a passé commande peut-être, qui ne seraient pas les mêmes. Alors, en tant que rabbin, j'ai devant moi 2 matériaux. Il y a d'un côté les commandements, lorsqu'ils parlent, mais des fois ils ne parlent pas, des fois ils sont muets. Le droit rabbinique assez vide aussi, c'est très commode, la logique juridique, parce qu'on trouve des solutions très fines, parfois pour des compromis dans des situations inextricables. Mais aussi on a des contradictions et aussi on a des vides surtout. Et qu'est-ce qu'on fait avec les vides? Eh bien on réfléchit. Il reste la rationalité. Je dirais que face à la République, lorsqu'une recherche en comité d'éthique, par exemple, est lancée, nous partageons d'abord nos doutes, nos vides. Et c'est là que tout commence. Je n'impose pas mes certitudes. Ça, c'est les commandements qui concernent ceux qui y adhèrent, ceux qui me posent la question en tant que fidèle. Mais j'ai aussi une part de doute, une part d'incertitude. Et là, c'est le discours rationnel, c'est la recherche rationnelle qui préside à la loi et qui est donc partageable. 3 petits points pour exprimer la position du judaïsme rabbinique, là où la position s'exprime. Premier thème, la marchandisation du corps, qui procède d'une notion qui d'ailleurs pose problème, qui est la notion d'indisponibilité du corps. Aujourd'hui, on parlera davantage de non-patrimonialité, car si notre corps est tout à fait indisponible, on ne peut pas donner son sang, on ne peut pas donner ses cheveux, etc. Cette notion d'indisponibilité du corps est absente du droit rabbinique. Il y a bien le cas de l'esclave biblique, mais vidé de sa substance dans la mise en pratique. Il est possible, on le trouve dans le Talmud, de vendre ses cheveux, de vendre, je dis bien vendre son sang, ou donner son sang, possible. Et puis 2009, c'est très proche de nous, un scandale. Dans New Jersey, même des rabbins s'étaient compromis dans des opérations de vente d'organes. Donc un foie acheté $3 000 au Mexique, revendu 300 000, et les institutions qui trouvent des financements heureux. Enfin heureux, en tous les cas substantiels. Et les rabbins se sont défendus, mais dans notre loi, rien n'interdit. L'un est d'accord pour vendre, l'autre est d'accord pour acheter. Qu'est-ce que ça fait? On s'est retrouvé devant un vide, donc. Il a fallu créer une littérature éthique rabbinique pour exprimer d'abord que quand on en est réduit à vendre son foie, ou un rein plus exactement, quand on en est là, il y a une pression pécuniaire considérable. Sans quoi, si tout va bien, vous ne vendez pas votre rein. Éventuellement, vous le donnez, mais c'est autre chose. Et puis, il y avait aussi un autre argument, un autre faisceau d'arguments, c'est la crainte pour l'ordre mondial. Imaginez que les plus pauvres deviennent fournisseurs de pièces de rechange pour les plus riches. Ce monde-là, personne n'en veut.
Deuxième thématique qui a fait travailler, bosser les rabbins depuis des siècles déjà, c'est la question de la filiation, qui est une question sensible. Parce qu'en fonction de la filiation, on détermine l'identité religieuse, on détermine qui est mon frère, qui est ma sœur, avec qui je peux me marier, avec qui je ne peux pas me marier. Et là, vous allez rire, mais les rabbins ne sont pas d'accord. Par exemple, dans le scénario de la grossesse pour autrui, vous aurez, d'abord, on a une matière biblique assez mince, c'est le moins qu'on puisse dire. Oh, il y a bien toujours recherche d'un ventre. Quand un patriarche n'a pas d'enfant, il faut un ventre si sa femme ne peut pas le lui en donner, dans le langage de l'époque, dans cet univers-là, bien sûr. Il y a même des récits fantastiques dans la tradition orale où deux matriarches, Rachel et Léa, ont échangé leur enfant parce que l'une avait déjà trop de garçons et l'autre avait dans son ventre une fille. Donc sur la filiation, tenez-vous bien, si moi je suis l'enfant d'une mère porteuse, pardon pour l'expression trop commune, il y aura 4 réponses de 4 écoles différentes, mais il y en a une majoritaire, rassurez-vous. Une école me dira que ma mère c'est la donneuse d'ovocytes, c'est la mère biologique. Mais il s'agirait à ce moment-là, est-ce bien raisonnable, du point de vue de la science, d'isoler l'apport de la mère porteuse? Donc première réponse, ma mère est ma mère biologique. Deuxième école, qui est l'école majoritaire, la mère est celle avec qui j'ai fait corps, d'abord. C'est-à-dire la mère qui m'a porté. Troisième école, j'ai 2 mamans, dans le doute, entre les 2 premières écoles. Et quatrième école, je n'ai aucune maman, de manière formelle bien sûr, il ne s'agit pas ici du plan affectif. Donc le Salomon, là, il se retrouvait avec 4 réponses à donner et une école majoritaire. Et selon la question posée, selon la nécessité du statut, faut-il me considérer comme le fils de l'une ou de l'autre, la réponse pourrait être différente. Mais j'indique bien qu'il y a quand même une préférence pour l'amalgame du corps, puisqu'on est juif par sa mère, par exemple. Dernier point, l'accès à la grossesse pour autrui et en fond, donc, l'accès au mode de procréation médicalement assistée. Il y a bien un commandement biblique. Le judaïsme travaille avec des commandements, avec une loi qui se développe à partir des commandements. Et le premier d'entre eux, c'est croissez, multipliez, le commandement de faire des gosses. Mais bien sûr, ce commandement, enfin bien sûr, tant la lecture qu'en fait le Talmud, ce commandement s'applique, s'impose à nous dans la mesure où il nous est possible de. Autrement dit, c'est dans le cadre des possibilités, des facultés naturelles, ce qui ne signifie donc pas une obligation de recours aux techniques de procréation médicalement assistée, et donc qui nous recentre sur la notion de désir de ou pas. Alors, sur les 2 catégories générales d'infertilité, sur l'infertilité pathologique, nous avons parmi nos rabbins médiévaux un personnage qu'on connaît bien aussi en islam, qui est Maïmonide, qui était rabbin, médecin, philosophe. Et Maïmonide considère que la santé étant la norme, tout doit être fait, même en l'absence de manifestations pathologiques, pour maintenir cette norme. C'est, si vous voulez, le socle dans la pensée juive contemporaine de la médecine prédictive. Agir maintenant sans qu'une pathologie se soit manifestée de manière claire, enfin de manière visible, perceptible à l'œil nu, disons. Et puis c'est aussi un argument pour considérer que la norme étant de pouvoir se reproduire quand tout va bien, l'on pourrait considérer que les techniques de procréation médicalement assistée sont un secours pour rejoindre donc cette norme, entre guillemets. Quant au champ de l'infertilité naturelle, celle qui suscite tellement d'émotions, ma loi est muette. La loi biblique d'il y a 3000 ans n'a pas pensé comment on fait un enfant entre 2 êtres qui, naturellement, ne font pas d'enfant. Et donc, dans ce silence, qu'est-ce que je peux mettre? Il ne restera qu'un discours rationnel, à chercher une vérité rationnelle. Puisque ma loi est muette, c'est une invitation à faire fonctionner ma cervelle. Et donc, essayer de trouver les arguments qui me font pencher soit pour l'ordre social, soit pour l'intérêt supérieur de l'enfant, soit en faveur des demandeurs, et en me posant la question d'éventuelles discriminations. Lorsque tous ensemble, et c'est pourquoi, y compris dans ma loi, nous avons besoin de tous,
de croiser les réflexions, lorsque tous ensemble nous aurons trouvé une vérité rationnelle, elle aurait pour nous, en somme, force de loi. En conclusion, le défi, notamment sur ce dernier point, c'est d'être d'un côté le Salomon respectueux des commandements et qui ne substitue pas sa propre raison, mais d'un autre côté d'être aussi le Salomon qui sait réfléchir et donc combattre les évidences, combattre les idées simples, les vérités toutes faites, combattre les émotions aussi qui sont notre pire ennemi, et combattre les imprécisions et les amalgames. Et je suis très heureux pour ma part de participer avec vous à ce combat. Je vous remercie. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour discuter de ces sujets de société qui sont très très importants pour tout le monde, hein, avec tout ce qu'on a entendu aujourd'hui. Et avant de commencer, je pense que je partage l'essentiel de ce qui a été dit par le grand rabbin Sultan, ou le rabbin Sultan plutôt, qui vient de Grenoble, mais aussi M. Gosset au nom de l'Église catholique. Alors, concernant l'islam, je vais parler du côté théologique. Hein, avec nous, je vois beaucoup de médecins dans la salle. Il y a Abdelhamid aussi qui est médecin. Moi, je parle surtout sur le côté théologique. D'abord, la première question qui se pose pour nous musulmans, c'est qui décide, qui prend les décisions sur ces questions très très importantes de société générale de façon générale et des questions bioéthiques de façon particulière. Et comme vous le savez, les musulmans de France n'ont pas une autorité religieuse, morale, qui parle au nom de tous les musulmans de France et qui engage tous les musulmans de France. Et en réalité, il n'y a aucune personne, aussi compétente soit-elle, aucune mosquée, aucune fédération, aucune autorité qui parle au nom de tous les musulmans. Il n'y a pas une autorité unique, il y a une autorité morale qui est multicéphale, plurielle, et parfois on a l'impression que, effectivement, parce que je travaille beaucoup sur ces sujets-là, on a l'impression qu'on n'est pas trop intéressé par ces questions qui nous concernent directement. Et c'est pourquoi on s'appuie beaucoup en France sur les travaux qui sont faits par les commissions, les conseils de jurisprudence des pays musulmans à l'étranger. Il y en a, je vais citer 3 très exactement. Il y a l'Académie du droit musulman qui est basée à la Mecque et qui est affiliée à la Ligue islamique mondiale. Il y a la deuxième qui est beaucoup plus intéressante et qui engage pratiquement tous les musulmans du monde. C'est le Conseil international de jurisprudence qui dépend, lui, de l'organisation de la conférence islamique dans laquelle on retrouve pratiquement tous les pays musulmans. Tous les pays musulmans, donc toutes les recherches, toutes les décisions, tous les travaux qui sont effectués au sein de ce conseil engagent en principe les pays musulmans. Et le troisième conseil, c'est le Conseil européen de la recherche et de la fatwa, qui est basé ici en Europe, en Irlande, et qui lui s'appuie beaucoup sur les décisions qui sont prises par les 2 premiers conseils, et il apporte un petit peu, il va les adapter aux lois des pays, européens. Ensuite, la question qui se pose aussi, sur ces questions-là, comment font les musulmans pour prendre des décisions? Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on s'appuie essentiellement sur 3 sources du droit musulman. Le premier, bien sûr, c'est le Coran. Le Coran, pour nous, c'est la parole de Dieu qui s'exprime parfois, pas sur toutes les questions de bioéthique, mais il y a quelques orientations, quelques réponses. Quand il n'y a pas de réponse dans le Coran, on s'appuie bien sûr sur la deuxième source du droit musulman, c'est-à-dire la Sunna, qui est la parole du prophète. Le prophète lui-même s'est exprimé sur certaines questions de bioéthique, mais très souvent, ces 2 textes scriptuaires, ou ces 2 textes fondateurs de l'islam, restent muets, ne se prononcent pas, ou ne donnent pas véritablement de réponse. Et dans ce cas, les savants musulmans, ou les juristes musulmans, ou les jurisconsultes, pratiquent ce qu'on appelle l'ijtihad. L'ijtihad, c'est-à-dire l'effort intellectuel pratiqué par les juristes en vue d'arriver à une solution, à une réponse. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est que tout le monde, tous les grands savants musulmans appellent à un ijtihad collectif, c'est-à-dire un effort intellectuel collectif. Il n'y a pas seulement sur ces questions-là, il ne faut pas que seulement les théologiens qui s'expriment, mais on fait appel aussi aux médecins, aux juristes,
aux éthiciens, aux psychologues parfois, etc. Donc tout le monde devrait s'exprimer en vue de formuler une réponse à cette question. Ensuite, il y a comment ils vont faire. En fait, ce qu'ils nous disent les savants musulmans, c'est que toutes les prescriptions divines, quand on parle des interdictions, des obligations, toutes ces prescriptions divines ont été faites dans l'intérêt de l'être humain, pour garantir ce qui est indispensable, ce qui est nécessaire et ce qui est accessoire. Et ce qu'ils nous disent ensuite, que ce qui est indispensable pour l'être humain, il va s'entourer, ou il va toucher ce qu'on appelle en islam le kulliyat al-khams, c'est-à-dire les 5 universaux ou les 5 objectifs fondamentaux, ou les 5 objectifs essentiels ou fondamentaux ou universels. Il y en a 5. Toutes les prescriptions divines, nous disent les savants musulmans, c'est pour défendre les intérêts de l'être humain, que l'on peut résumer en 5 objectifs. 1, la préservation de... Les 5 ne nous concernent pas aujourd'hui, je vais appuyer essentiellement sur 2 objectifs. 1, c'est la préservation de la foi ou de la religion. 2, c'est la préservation de la vie ou de la personne. 3, la préservation de la raison ou de la conscience. Ensuite, celle qui nous intéresse plus particulièrement aujourd'hui, c'est la préservation de la filiation ou de la famille. Et toutes les réponses que je vais donner vont tourner, je vais les formuler en nom justement de ce respect, mais même de ce respect absolu de la filiation. Et le 5e objectif, c'est les richesses, le respect ou la préservation des richesses et des biens. Alors, je n'ai pas beaucoup parlé sur le début de la vie, la fin de la vie. Ce n'est pas notre sujet aujourd'hui, mais il faut qu'on donne une définition, même si c'est une définition théologique, une définition scientifique. Mais je vais juste peut-être parler de quand commence la vie, parce que c'est vrai, on partage l'essentiel. J'ai dit tout à l'heure je partageais l'essentiel de ce qui a été dit. Il y a quand même quelques différences, et parfois des différences de taille, parce qu'il y aura beaucoup de conséquences par la suite, et notamment, quand est-ce que commence la vie pour un musulman, pour un juif ou pour un chrétien. Pour un musulman, pour les musulmans, le début, en fait, l'embryon, il s'humanise, c'est-à-dire qu'il devient un être humain à partir de 120 jours, c'est-à-dire à partir de 4 mois. Il passe par plusieurs étapes, 3 étapes qui sont mentionnées dans le Coran et dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et au bout de 120 jours, l'âme est insufflée dans le corps de l'être humain et il devient un être humain à partir de 120 jours, c'est-à-dire à partir de 4 mois. C'est-à-dire en ce qui concerne les recherches embryonnaires, on peut en discuter en islam du moment que l'embryon n'a pas atteint l'âge de 4 mois. Je ne vais pas parler de la fin de vie parce que ça ne nous intéresse pas aujourd'hui. Et je vais donc parler de la PMA justement, plus particulièrement la procréation médicalement assistée. Et la position de l'islam, tout à l'heure je l'ai rappelé, elle est formulée essentiellement par le respect absolu de la filiation. Le rabbin l'a dit tout à l'heure, il faut absolument qu'on sache qui est le papa de qui et qui est la maman de qui. Et donc, 2 filiations en islam, c'est ça le résumé si vous voulez, 2 filiations maternelles ou 2 filiations paternelles ne peuvent pas se cumuler et donc ne sont pas envisageables en islam. Donc tout traitement médical qui fait intervenir une 3e personne, il y a le mari, la femme, et tout traitement médical qui fait intervenir une 3e personne, c'est quelque chose qui n'est pas acceptée en islam et donc elle est carrément interdite. Les conditions sont au nombre de 3. Donc la PMA, elle est encouragée en islam, mais sous certaines conditions qui sont au nombre de 3. On l'a dit tout à l'heure aussi, les 2 gamètes doivent absolument appartenir aux 2 conjoints. Les 2 gamètes, c'est-à-dire le spermatozoïde doit être absolument celui du mari et l'ovocyte doit être absolument celui de la femme. Donc les 2 gamètes doivent appartenir aux 2 conjoints. Et la 2e condition, c'est qu'ils doivent être mariés au moment quand on va envisager la FIV, c'est-à-dire la fécondation in vitro. La 2e condition, ils doivent être mariés. Et la 3e condition, c'est que même donc la FIV, on va fabriquer l'embryon, mais même quand il s'agit de transférer l'embryon, il faut qu'il soit toujours marié, il ne faut pas qu'il y ait un divorce, il ne faut pas que le mari soit
soit mort entre-temps. Donc, dans ce cas, tout s'arrête et on peut pas continuer le processus de la procréation médicalement assistée. Donc, les deux gamètes doivent appartenir aux deux conjoints. Il faut absolument qu'ils soient mariés. Et au moment du transfert des embryons, il faut que tous les deux soient vivants et qu'ils soient toujours mariés. Il ne faut pas qu'il y ait un divorce entre-temps. Vous l'avez compris, le don d'ovocytes, il n'y a pas de banque de spermatozoïdes. Ça, c'est quelque chose qui est radicalement interdit en islam. Pas de don d'ovocytes, pas de don de spermatozoïdes. En ce qui concerne la PMA, la GPA maintenant, alors la GPA, nous avons la chance d'avoir un verset coranique. La GPA, c'est-à-dire cette notion de mère porteuse. Il y a un verset coranique qui répond à la question. Dit tout à l'heure, le grand rabbin a rappelé tout à l'heure, est-ce que celle qui compte une mère porteuse, la gestation pour autrui, quand une mère porte un enfant ou un embryon donc ce n'est ni c'est pas son ovocyte, l'ovocyte appartient à une autre femme, et le spermatozoïde c'est pas celui de son ami, de son mari. Donc, comment peut-on la considérer, la mère porteuse, la mère génétique, etc., etc. Et en islam, on a la chance d'avoir un verset coranique qui le dit clairement « In ummahatuhunna illa allahi waladnahun » Leurs véritables mères sont celles qui les ont enfantées, celles qui les ont mis au monde. Et le problème il est complètement résolu. Donc, les véritables mamans, il n'y a pas de notion de maman génétique ou maman porteuse, ou la véritable maman, c'est celle qui l'a mis au monde, c'est celle qui l'a porté pendant 9 mois. Parce qu'au-delà de la génétique, nous estimons qu'il y a aussi des échanges, on a parlé tout à l'heure, il y a des échanges d'ordre physiologique, il y a des échanges d'ordre spirituel et des échanges d'ordre éthique, et que donc la gestation pour autrui ou la notion de mère porteuse, c'est quelque chose qui n'est pas envisageable en islam, et c'est pourquoi le dernier recours quand on ne peut pas faire appel à la PMA, la procréation médicalement assistée, et quand on ne peut pas faire appel à la GPA, la gestation pour autrui, reste le dernier recours, c'est l'adoption. L'adoption qui est bien sûr encouragée, fortement recommandée, encouragée, pas seulement par l'islam, mais par toutes les religions, parce que il y a deux choses à dire sur ça, c'est très très important, et je partage, c'est très important qu'on ait un juriste avec nous aujourd'hui. Cette notion de besoin d'enfant, c'est quelque chose qui est très très important. Rappelez-vous, dans les trois traditions monothéistes, Ibrahim alayhi salam, Abraham, n'a eu son premier enfant pour nous, c'est Ismaïl, qu'à l'âge de 90 ans pratiquement. 75 ans, 80, 90 ans selon les références. Et même Ibrahim alayhi salam, à un moment donné, il a eu ce besoin d'enfant, et même son épouse a eu son besoin d'enfant. Il s'est tourné vers Allah Azza wa Jal et lui dit « Rabbi habli mina as-salihin » donne-moi ou accorde-moi une progéniture vertueuse. Ce besoin d'enfant, c'est quelque chose qui est très très important, et un couple, un papa, une maman qui ne peut pas avoir d'enfant, c'est une véritable souffrance. C'est une véritable souffrance, et ça c'est quelque chose que nous comprenons parfaitement. Mais cette souffrance, et je le dis comme ça, c'est un peu difficile de le dire comme ça, mais cette souffrance ne doit pas donner le droit à une femme de faire n'importe quoi et d'avoir un enfant par n'importe quel moyen. Parce que, en fait, dans le fond, avoir un enfant, c'est pas un droit, mais c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu, et la deuxième remarque, c'est que il y a certes la maman qui va souffrir quand elle n'a pas d'enfant, de façon naturelle, ou le papa, mais il faut penser à l'enfant aussi. L'enfant qui a besoin d'avoir une histoire, qui a besoin d'avoir un cadre familial, au même titre que tous les enfants qui sont avec lui et avec lesquels il va se retrouver à l'école. Donc c'est au nom de tout cela, donc on ne peut pas faire n'importe quoi, il faut respecter l'affiliation, le respect de l'affiliation doit être absolu en islam, mais quand on n'a pas d'autres issues, il y a bien sûr le recours à l'adoption pour répondre à ce besoin d'avoir des enfants qui est très très important, et chez le papa et chez la maman. Merci beaucoup. Vos collaborateurs, je voudrais les remercier de m'avoir invité. C'est un grand plaisir et un honneur. Et j'ai pu apprécier ce centre que vous avez intitulé Interculturel, magnifique.
et que j'ai eu le plaisir de pouvoir découvrir. Comme vous l'avez dit dans votre présentation, je suis donc de religion juive, mais ce n'est pas à ce titre-là que j'interviens aujourd'hui, c'est plutôt au titre de pédiatre que je voudrais vous présenter des résultats concernant des constatations sur le devenir des enfants conçus essentiellement par PMA, et je dirais un tout petit mot, puisque le sujet a été évoqué, également pour ce qui concerne la GPA. Alors, mon souci sera un souci, j'allais dire, scientifique, c'est-à-dire que les résultats que je vous présenterai sont consécutifs à des études statistiques, je m'en excuse, mais lesquelles ont été obtenues par l'intermédiaire de ce qu'on appelle, sur le plan épidémiologique, des méta-analyses qui font le point sur plusieurs dizaines de milliers d'observations qui ont été constatées dans ces cas-là. Alors, je vous rappelle quand même que 10% des couples sont infertiles, c'est-à-dire qu'ils sont incapables de concevoir un enfant après 12 à 14 mois de tentative sans contraception selon les définitions initiales. Dans 15% des cas, cette incapacité est inexpliquée. Un des facteurs qui a certainement joué, c'est le recul de l'âge de la procréation dans les pays occidentaux notamment. Alors, on vous a dit que la PMA peut se faire de plusieurs façons, et actuellement en France, elle est effectuée essentiellement par fécondation in vitro dans 63% des tentatives. Alors, il faut savoir que les succès ne sont pas constants lors de chacune des tentatives. On sait qu'il y a à peu près 22 naissances pour 100 tentatives. Donc, actuellement en France, un enfant sur 30 est conçu grâce à la PMA. Alors, ceci n'a pas manqué de poser des problèmes aux néonatologues que j'étais, parce que à la suite de la PMA, on s'est évidemment intéressé aux risques encourus par les enfants à la suite de ces fécondations in vitro ou de ces PMA. Et ceci est important à considérer parce que vous, comme moi, et comme la Convention internationale de l'ONU, considérons qu'il est important de défendre ce qu'on appelle l'intérêt supérieur de l'enfant, et ce n'est pas le pédiatre que je suis qui vous dira le contraire. Eh bien, quels sont les résultats, quelles sont les constatations que l'on a pu faire à la suite de cette PMA? Eh bien, incontestablement, il y a une augmentation du risque de gémellarité. Et ce risque de gémellarité passe de 2,3% lors des grossesses spontanées à près de 33% du fait de la PMA. Or, vous savez que la gémellarité est un facteur de mortalité périnatale et est un facteur également de prématurité. Et en particulier, il y a un risque accru de ce fait de la prématurité avant 33 semaines. Il y a même un risque accru de ce qu'on appelle la dysmaturité, c'est-à-dire que le poids de naissance des enfants par rapport à l'âge gestationnel sera réduit, et on sait que cette dysmaturité peut être un facteur d'évolution défavorable sur le plan cardiovasculaire actuellement. À côté de ces facteurs de risque de gémellarité et également de complications néonatales immédiates, on sait que, et toutes les études convergent dans ce sens-là, qu'il y a une augmentation de la fréquence des malformations du seul fait de la prématurité. En effet,
Le taux de malformation dans la population générale est de grosso modo 4,4%, et ce taux passe à 6,7% du seul fait de la PMA. Ce qui est très intéressant, c'est que ce ne sont pas les facteurs confondants, c'est-à-dire l'âge maternel, la parité, ou l'éducation, d'autres facteurs personnels ou sociaux qui rendent compte de cette augmentation des malformations, mais c'est bien la PMA elle-même qui rend compte de l'augmentation de ces malformations. Alors, il peut y avoir plusieurs types de malformations. Malformation cardiaque, malformation gastro-intestinale ou malformation musculo-squelettique. Et dans tous ces cas, dans tous ces types de malformations, eh bien, les risques sont accrus. Donc on voit que, incontestablement, il y a des risques propres à la PMA qui peuvent influencer, 1, sur le taux de gémellarité, 2, sur la mortalité néonatale, et 3, sur le taux des malformations. Je ne vous ai pas présenté de chiffres parce que je crois que je vous ai très précis concernant ces différents risques, mais ils sont actuellement confirmés par toutes les études qui ont été publiées, et ceci, comme je vous l'ai dit, sur plusieurs dizaines de milliers de cas. Par contre, en ce qui concerne le développement ultérieur de l'enfant, eh bien, il n'y a pas de risque supplémentaire avéré pour ces enfants, tant en ce qui concerne le développement mental, les performances scolaires et le développement psychomoteur. Il n'y a pas de différence avec les témoins sur le développement socio-émotionnel, sur les relations entre les parents et les enfants, ni même au niveau du fonctionnement social même de ces enfants. On n'a pas constaté non plus d'augmentation du risque des troubles de l'attention, ni même de l'autisme, et non plus en ce qui concerne les risques de dépression ou d'anxiété chez l'enfant ou chez les parents. Donc, dans ces conditions, on peut dire qu'il existe des risques en ce qui concerne la gémellarité, en ce qui concerne l'évolution néonatale, en ce qui concerne les malformations, mais qu'il n'existe pas de risque particulier inhérent à la PMA lors de l'évolution de l'enfance et même lors de l'évolution de ces sujets à l'âge adulte. Pour autant que finalement on puisse se dire, étant donné le recul dont on dispose actuellement. Donc voilà pour ce qui concerne la PMA elle-même. En ce qui concerne maintenant la GPA, là aussi on dispose d'études relativement larges qui ont été effectuées essentiellement dans les pays anglo-saxons pour connaître l'évolution des enfants et pour connaître aussi l'évolution des familles dans ces cas. Eh bien, là aussi, on ne constate pas de troubles psychomoteurs, de troubles de la relation, de troubles du fonctionnement social chez ces enfants lorsqu'ils ont été conçus par l'intermédiaire de la GPA, et toutes les études convergent dans ce sens-là, et les méta-analyses qui regroupent donc plusieurs dizaines de publications sont tout à fait formelles dans ce sens-là, en dépit des craintes qu'on pouvait avoir, comme on l'a signalé tout à l'heure, au sujet du problème de la relation psychologique entre la mère et l'enfant. Enfin, étant donné que le sujet a été évoqué, et puis c'est aussi un problème d'ordre
c'est aussi un problème d'ordre social qui fait l'objet de débats actuellement. Je ne peux pas ne pas dire un mot en ce qui concerne le développement de l'enfant dans des familles homosexuelles, en particulier lorsque l'enfant est dans des familles lesbiennes. Il m'a été donné à moi personnellement d'observer plusieurs enfants dans ces circonstances-là, d'une part, et dans ces conditions, bien entendu, j'ai été obligé d'examiner tous les documents inhérents à ce type d'évolution. Eh bien, toutes les études confirment qu'il n'y a pas de troubles psychologiques particuliers dans le cadre de ces familles homosexuelles, et en particulier, ce qui est assez extraordinaire, il n'y a pas de trouble de l'identité sexuelle de ces enfants élevés dans le cadre de ces familles homosexuelles. En conclusion, je voudrais rappeler des éléments d'ordre pédiatrique, strictement pédiatrique. La famille, d'une part, l'enfant, d'autre part, sont des êtres humains dont l'adaptation est insoupçonnable à la naissance. Les familles, les enfants, croyez-moi, moi qui suis pédiatre, je suis toujours surpris des facultés ou des ressources d'adaptation de l'enfant quant à des situations familiales parfois beaucoup plus compliquées que celles que je viens de citer. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faille pas être bien entendu à l'affût ou qu'il ne faille pas repérer, le cas échéant, des troubles psychologiques qui peuvent survenir dans un cas ou dans un autre, et en particulier lorsqu'il y a des problèmes d'identification mais je voudrais vous citer un seul exemple, si vous le permettez. Un seul exemple, pour vous illustrer, n'est-ce pas, ces facultés extraordinaires de l'enfant, exemple qui provient de mon expérience personnelle. Voilà, une femme avait conçu un enfant avec son mari, et celui-ci quitte la femme durant la grossesse. L'enfant naît sans problème particulier. Quelque temps plus tard, cette femme épouse un autre homme, n'est-ce pas, lequel décide d'adopter cet enfant. Cette femme vient me voir et à 10 reprises, elle est venue à ma consultation et elle m'a dit « Monsieur Sand, j'ai un problème avec mon enfant, à savoir que je n'arrive pas à lui dire que le père adoptif n'est pas son père. » Je lui dis, de toute façon, il faudra bien le lui dire un jour ou un autre, parce que ça fait partie de sa vie, sa filiation, et quelque chose d'important à mentionner. Bref, à chaque fois, elle revient à la charge en disant, j'y arrive pas. Je lui dis, vous avez un époux qui est charmant, il va certainement vous aider, mais il faudra le faire, à un moment ou à un autre. Et un jour, ce qui devait arriver est arrivé, elle se décide, et elle dit, ben voilà, donc le papa n'est pas ton papa. Réponse de la fille, mais je le savais. Donc les enfants ont des facultés et de connaissance et d'adaptation beaucoup plus grandes que ce qu'on croit. Et cet exemple paraît relativement illustratif d'autres que j'ai connus durant ma carrière. Alors, je voudrais terminer par puisque je fais de l'éthique médicale, on a bien voulu le rappeler tout à l'heure, et je voudrais terminer par une remarque d'un grand philosophe qui nous sert de base dans le cadre de la réflexion éthique, qui s'appelle John Stuart Mill. John Stuart Mill disait qu'il n'y a pas de plus grande responsabilité dans la vie des personnes que de mettre au monde un enfant. C'est plus qu'un droit, c'est un devoir. Et je pense que le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant passe
d'une part, bien entendu, par toutes les considérations et précautions que l'on a indiquées tout à l'heure, mais aussi par votre rôle, à vous, n'est-ce pas, de lui permettre de s'adapter à ces conditions, et l'enfant est capable de le faire beaucoup plus remarquablement que vous puissiez le suspecter. Donc, dans ces conditions, je crois qu'il faut tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, non pas seulement tel qu'on le conçoit a priori, mais en fonction de ses capacités extraordinaires de s'adapter. Et Dieu sait si dans la carrière, j'ai été surpris par ces capacités de l'enfant. Et je n'ai pas été surpris par vos capacités d'attention, mais je vous en remercie.